C'est ça. Ok, Ok. bon, bah, Génial. allez. Rebonjour, petit souci technique. Merci à Pierre Laville, comme d'habitude, toujours derrière son écran pour nous indiquer les bons bugs techniques. Bonjour à toutes et à tous de revenir sur les Cité Talks. Voilà, un nouveau Cité Talks sur le handicap. Donc, la dernière vidéo avec Léopold sur le handicap, malheureusement, elle est partie dans les tréfonds des serveurs de YouTube. Elle continue à enregistrer toujours. On attend notre record au Guinness Book. Ça ne saurait tarder à ce rythme-là. Aujourd'hui, donc, on est avec Léopold et avec Daphné du Relais Social International de la Cité Internationale Bonjour. Universitaire de Paris. Beaucoup de monde international, mais ça, vous connaissez déjà si vous êtes sur le campus. On avait envie de reparler à nouveau du handicap, de garder une trace également de cet échange. Et je vous propose, dans un premier temps, eh bien, que Léopold et puis Daphné se présentent. Ah, c'est fou, quand tu le dis 3 fois, c'est vachement plus mécanique. Du coup, vu que j'avais commencé la fois d'avant, Léopold Caron, j'ai été résident pendant quelques années à la Cité universitaire. Maintenant, je suis chercheur postdoctoral à la Sorbonne. Pourquoi je parle de handicap? Parce qu'en fait, j'en ai un. Je suis né avec 7 doigts à la main droite. Ils en ont enlevé 2 quand j'étais petit parce que dès que je bougeais le pouce, ça bougeait les 2 autres. Donc là, ça c'est pas un pouce en fait, c'est un majeur. Il y a une symétrie sur la main droite. Mon bras droit est un peu plus court que le gauche aussi, donc voilà, le handicap, je connais bien. J'ai fait pas mal de fac. J'ai fait une licence de bioinformatique à Lyon. Ensuite, je suis parti en master de bioinformatique à Rennes. Puis ensuite à Nantes. Et maintenant, ensuite, j'ai fait une thèse dans ce domaine-là à Paris. Et je travaille sur comment l'ADN se replie avant chez l'humain et la souris et maintenant chez les plantes. Donc voilà. Daphné, à ton tour. Alors, du coup, je suis Daphna Miserat, je suis l'assistante sociale et la coordinatrice du service donc, Relais Social International, qui est situé au sein de la Cité internationale, entre la Maison de l'Argentine et le bureau de poste. Et donc, notre service s'adresse à tous les résidents de la Cité, quel que soit le statut de leur maison, rattachés, non rattachés. L'idée, c'est de pouvoir avoir un espace de proximité pour n'importe quel résident qui aurait besoin soit d'un conseil, de soutien, d'informations pour pouvoir l'aider face à des difficultés. Et l'idée ici, la porte d'entrée, c'est que pour n'importe quelle difficulté, le résident peut venir nous voir, même si ici en interne, on n'aura pas forcément toutes les solutions. On a un super réseau partenarial qui à chaque fois nous permet voilà, de pouvoir guider de façon un petit peu privilégiée nos résidents vers ces partenaires. Je vais peut-être présenter rapidement les offres de services du relais social parce que je m'aperçois qu'il y a quand même encore pas mal de résidents qui ne connaissent pas. Donc, au relais social, vous pouvez me rencontrer moi qui suis assistante sociale. Nous avons également Lily, notre chargée d'accueil et d'orientation, qui permet voilà, d'apporter une première écoute et pas mal d'informations aux résidents. Et on a la chance également d'avoir un partenariat avec la structure qui s'appelle le BAPU Pascal. Donc, les BAPU sont les bureaux d'aide psychologique universitaire. Et donc, le BAPU Pascal nous met à disposition 2 fois par semaine 2 psychologues qui proposent un suivi psychologique aux résidents. Et comme je disais tout à l'heure, on travaille avec énormément de partenaires. Donc, sur n'importe quel type de problématique, on va pouvoir normalement trouver une aide et un soutien à nos résidents. Eh bien, merci pour cette belle présentation. C'est vrai qu'on a une offre de service qui est assez importante. C'est vrai que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Cité internationale universitaire de Paris, c'est un grand campus d'une quarantaine de ce que nous on appelle des maisons, qui est situé dans le sud de Paris, juste avant le périphérique, dans le 14e arrondissement. On accueille environ 13 000 résidents internationaux et quelques Français également tout au long de l'année. Donc, on a vraiment une dynamique internationale. Et vous imaginez bien que sur cette population, ben, finalement, on a, Daphné, je pense pas que tu me contrediras, on a à peu près un reflet des statistiques nationales, que ce soit sur le handicap, sur la dépression, sur d'autres problématiques. Donc, il y a quand même des problèmes voilà, qui sont accompagnés. Et puis, eh bien, on peut imaginer également que des gens qui viennent de loin, loin de leur famille, avec des climats et de la météo qui est pas toujours la leur, des stress face aux cours, tout ça peut Des générer fonctionnements effectivement un certain nombre administratifs bien de stress. compliqués en France. Voilà. Heureusement, le service Access de la Maison internationale est également là pour vous accompagner sur votre démarche On va en parler. administrative. Voilà. Et du coup, ben, dans tout ça, c'est vrai qu'il y a la partie vraiment handicap qui pose aussi un certain nombre de questions.
Alors, comme on avait fait la dernière fois, peut-être on peut commencer par une définition un peu officielle, officialisante de ce Ouais. qu'est le handicap. C'est un bon point de départ, parce qu'après, c'est vrai que l'administration s'en sert généralement pour établir ses choix. Tu t'en occupes ou je m'en occupe? Bah, ce que Vas-y, je je l'ai pas sous propose, les c'est yeux. voilà, je commence par la définition officielle et après on pourra commenter effectivement cette définition. Donc, Ok. Tu c'est fais la les bonnes loi. définitions et je tâche. Comment? Tu fais les bonnes définitions et je dis la réalité. Vas-y. Ça marche. Alors, la loi de 2005 sur le handicap va définir une notion assez à la fois complète, mais en même temps précise du handicap. Ce qu'on va essayer de montrer un petit peu avec Léopold après, c'est qu'il y a la théorie, mais après, il y a aussi la réalité. Donc, la définition, c'est constituer un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou encore d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, une fois qu'on a ça, c'est pas forcément évident que ça puisse parler finalement aux personnes concernées. Donc, je vais laisser un petit peu Léopold témoigner. Toi, qu'est-ce que ça te renvoie cette définition par rapport à ta propre situation? Je vais reprendre la définition simplifiée de tout ce que tu as dit, avec la version vraiment plus courte, qui dit que le handicap, c'est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. Ce que ça dit, c'est juste que le monde, il est construit pour l'humain moyen, et que tous ceux qui sortent de cette situation-là sont considérés comme en situation de handicap. Alors qu'en fait, c'est juste que le monde n'est pas conçu pour eux. Donc moi, je me considère pas comme handicapé au quotidien. Je considère juste que les gens qui ont construit le monde l'ont fait pour tout le monde, enfin pour le plus grand nombre, pour le bien commun. Mais que dans le lot, on pourrait imaginer un monde qui soit adapté à chacun, c'est-à-dire qui prenne en compte chaque minorité et chaque différence. Et donc se dire qu'en fait, on a les moyens technologiques et humains de créer un monde différent et que juste pour des questions purement économiques et d'efficacité, la logique budgétaire rentre pas toujours dedans. Exactement. Alors après, c'est vrai que c'était la philosophie de la loi de 2005 et de tous les décrets qu'on suivi. C'était vraiment de pouvoir dire à un moment donné, il y a une obligation de la société de se rendre accessible. C'est vraiment la notion d'accessibilité qui a été mise en avant. Et l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre à une personne qui rencontre un frein pour accéder à quelque chose de la société, donc que ce soit son cercle amical, que ce soit accéder à l'emploi, accéder aux études, accéder à un bâtiment avec un escalier, voilà. L'idée, c'est que c'est à la société de s'adapter à ces personnes pour garantir cette accessibilité. Après, l'autre volet de cette définition, sur laquelle moi j'aimerais bien que certaines personnes puissent entendre aussi cette vision-là, quand on parle en fait de limitation, de restriction, d'altération, etc., effectivement, ça renvoie tout de suite à une image négative de quelque chose qu'on a en moins, de quelque chose qu'on n'a pas, on a un problème, etc. En fait, il faut plutôt essayer de se dire, à un moment donné, dans mon état de santé, il y a quelque chose qui a des répercussions. Moi, je parle plus de conséquences, de répercussions, qui a des répercussions dans ma vie et dans les choix que j'ai envie de faire pour ma vie, dans mon projet de vie. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginons une coiffeuse qui a 25 ans de carrière en coiffure. Du jour au lendemain, elle développe une allergie au latex. Vous allez me dire, une allergie au latex, c'est pas une altération, etc. Eh bien si, parce qu'en fait, cet élément de santé va avoir un impact dans sa vie professionnelle puisqu'elle ne pourra plus faire la majorité de ses actes professionnels. Et donc, c'est une personne qui va devoir choisir une autre voie professionnelle, ce qu'elle n'aurait pas eu à faire si elle n'avait pas eu ce problème de santé. En fait, le handicap, il est là. Il est quand à un moment donné, une question de santé s'impose à la personne, que ce soit dans sa vie professionnelle, sa vie scolaire, sa vie familiale, sa vie sociale, et que cette personne va rencontrer des choix à faire qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas eu ce problème de santé. Pas forcément des questions de santé. On voit bien que toutes les personnes motrices, le monde, il est fait pour un homme d'1m70. Oui. Ça doit pas être... si t'es tout petit ou très grand, le monde, il sera plus adapté à toi. Oui. Si tu fais plus de 2 mètres dans le métro, tu rentres pas dedans. Alors que t'es pas handicapé. C'est bien juste sûr. que le monde est conçu pour ça. Donc, bien c'est sûr. pas que la santé, c'est juste une construction globale du monde. Oui, je suis d'accord. Oui, si on voit plus large, effectivement, on peut aller jusque-là. Après, moi, je restais quand même sur, sur qu'est-ce qui rentre, en tout cas, dans la loi handicap. Et du coup,
qui peut bénéficier des aides qui sont prévues dans le cadre de cette loi. Voilà, on va parler tout à l'heure de la MDPH, etc., forcément, mais en fait, c'est important de pouvoir se dire, même si effectivement mon problème de santé ne me renvoie pas, parce qu'on va parler aussi des représentations, des stigmatisations, etc., mais voilà, une allergie au latex, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais en quoi une allergie au latex peut être considérée comme un handicap? Bah si, pour cette personne-là, dans son environnement de vie, dans son parcours de vie, cet événement de santé va venir impacter sa vie et ses choix de vie. Donc, c'est une situation de handicap. Pardon. Un bon exemple, c'est le boulanger qui tombe allergique à la farine. Exactement, voilà. Aussi. Ah, c'est moche. Ça, c'est game over. Mais alors, c'est moche, mais en même temps, c'est important de savoir que sur des situations comme celle-là, parce que souvent on entend handicap, on voit fauteuil roulant. Vous tapez handicap dans Google, vous allez sur Google Images, vous avez quoi en premier? Le fauteuil roulant, d'accord? Donc, c'est important vraiment de déconstruire cette représentation. Un problème de santé qui n'est pas forcément grave sur le plan, on va dire, de la vie, peut quand même représenter un handicap. C'est vraiment, à l'inverse, une personne qui va être, pour le coup, si on prend l'exemple un peu cliché du fauteuil roulant, une personne qui va se déplacer en fauteuil roulant, si la société était adaptée et accessible à son fauteuil, finalement, est-ce qu'on pourrait encore parler de handicap, étant donné que cette personne peut faire tout ce qu'elle a envie de faire malgré son fauteuil? Vous voyez, on est vraiment dans cette vision-là. C'est vraiment la notion de se dire, à un moment donné, mon problème de santé a un impact dans ma vie, m'empêche de faire des choses que j'aurais souhaité ou que j'aurais aimé faire. Là, on est dans une situation de handicap. C'est bien, tu as répondu à une des questions que j'avais prévues pour toi, à savoir, c'est quoi ton point de vue sur la notion de compensation en handicap? C'est quoi ton ressenti? Est-ce qu'on y arrive ou pas en France? Grosse question. La notion de compensation du handicap, encore une fois, il y a la théorie et la réalité. Vous avez effectivement des dispositifs qui sont prévus pour venir compenser le handicap sous différentes formes. Donc, vous avez tout ce qui va être compensation financière, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'impact du handicap sur la capacité de travail de la personne et donc son autonomie également. Plus l'impact va être élevé, plus la personne va être éligible à certaines aides, notamment l'allocation adulte handicapé, qui là permet d'avoir des ressources mensuelles chaque mois pour des personnes dont l'état de santé limite gravement les capacités de trouver un emploi. Après, vous allez avoir la notion de compensation en lien avec, pour permettre à la personne de rendre accessible son environnement à son handicap. Donc, ça va être tout ce qui va être les aides pour aménager le logement, aménager le véhicule. La dernière fois, dans le live, tu avais donné effectivement l'exemple de la petite boule qu'on met sur le volant pour les personnes qui perdent la motricité des doigts et ça leur permet de tourner le volant avec le poignet. Ça peut être aussi le financement de chiens d'assistance. Ça peut être le financement aussi d'achat de matériel paramédical qui n'est pas pris en charge par la Sécu et par les mutuelles. On a vraiment des formes de compensation très variées à la MDPH. Et comme tu le montrais la dernière fois, on est sur un dossier qui a un objectif de pouvoir tout englober, mais qui justement a cette difficulté pour les personnes qui sont confrontées pour la première fois à ce dossier, de se dire par où je commence, qu'est-ce que je peux demander, à quoi j'ai le droit. Et c'est en ça où en fait la réflexion sur la définition du handicap est primordiale, c'est-à-dire déjà avant même de compléter ce dossier, c'est de se poser la question, concrètement mon problème de santé, quels sont les impacts dans ma vie et du coup de quoi j'aurais besoin pour réduire ces impacts. Tu veux que je montre les dossiers MDPH pour expliquer le ressenti de tout ça? Eh bien, je t'en prie, vas-y. Tanguy, ça te dit qu'on passe en partage d'écran? Ça marche. Attention. Daphné a commencé à parler de maisons départementales pour les personnes handicapées. Ces trucs-là, il y en a une par région. C'est les endroits où département. Ouais, pardon. C'est les endroits où tous les gens comme moi viennent pleurer pour avoir des aides. Donc là, je vais tenter le partage d'écran, share screen, intégralité de votre écran, partager. J'arrive dans un instant, c'est bon, il arrive. Je rajoute juste un dernier micro pour pas avoir de surprise. 1, 2, 3 et hop, on va pouvoir switcher. Switching. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Oui. Donc voilà, la petite histoire, c'est que du coup, moi typiquement, je me suis fait détecter à peu près au lycée grâce à une personne comme toi. D'ailleurs, un jour, quand une prof m'a dit, va voir les assistants sociaux pour voir si tu peux avoir des aides. Ouais. Là,
J'ai pleuré dans son bureau pendant 1 heure. C'était terrible. Où là, je lui ai raconté toute ma vie. Elle s'est dit, mais comment t'as pas été détecté plus tôt? T'es dyslexique, t'as plein de trucs. Comment t'as pas été détecté plus tôt? Parce qu'en fait, tous, au quotidien, on compense un peu plus ou moins en étant plus ou moins matheux et en s'adaptant. En fait. Et en trouvant des astuces parce qu'on n'a pas envie de demander des aides. Et un jour, tu as une assistante sociale, où là, en l'occurrence, c'était une personne dans l'émission handicap de la fac qui m'a dit, va remplir ton dossier RQTH. Ce jour-là, j'avais envie de lui dire, va te faire foutre. Mais en fait, c'était une vachement bonne idée parce que ça permet d'accéder à plein de trucs. Bah, voilà. Mais la première fois que tu vois ce dossier, tu pleures pendant 1 semaine. Ouais. Il est terrible. Parce qu'en fait, il est fait de manière à ce que, comme tu as une grande diversité de personnes en situation de handicap, que tu puisses dire tout ce qui va pas dans ton quotidien pour avoir toutes les aides que tu peux avoir besoin ou que tu es susceptible de demander. Sachant que ça peut changer au quotidien et que pour 2 personnes qui ont un handicap qui est comparable, tu auras plein d'adaptations possibles et il va pas avoir les mêmes demandes parce qu'au quotidien, il aura pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins. Donc moi, je sais que typiquement, il y a des choses que je demande aujourd'hui que je demandais pas il y a 5 ans parce que mon ressenti sur mon handicap a changé et que maintenant, je sais ce qu'il me faut au quotidien en termes de confort pour pouvoir travailler décemment et que c'est pas les mêmes choses. Là, typiquement, j'ai un clavier séparé. J'ai compris ces besoins il y a 3 ans. Mais il y a 10 ans... On va me remonter le clavier tout à l'heure parce qu'on n'a pas. Ah oui, pardon. Mais oui, le contexte aussi de vie, les 2 mêmes personnes qui vont avoir le même diagnostic médical vont pas effectivement rencontrer les mêmes difficultés. Pareil, si on cherche un exemple un peu cliché, mais qui du coup va parler à tout le monde, des personnes qui auraient le même diagnostic avec un problème au genou, la personne qui vit en pavillon tout en rez-de-chaussée, qui a un véhicule adapté, etc., finalement ne va pas rencontrer les mêmes difficultés dans sa vie quotidienne, professionnelle et familiale que celui qui vit au 8e étage sans ascenseur, qui doit prendre le métro, le RER pour aller travailler sur Paris, etc. Donc on est vraiment sur la personne, comme tu disais, la personne en elle-même, le problème de santé en elle-même, son environnement et aussi le plus important, son projet de vie. Qu'est-ce que la personne veut? C'est ça. Et là, tu tombes sur ce dossier. Et ouais, bah oui. Il fait 20 pages et il contient tout. Ouais. Il y a 5 ans, enfin, la première fois qu'il avait été rédigé, il était horrible parce qu'il était très médical. Là, ils l'ont vraiment recentré et réécrit pour que ce soit quels sont les besoins il y a quelques années, ce qui fait qu'il est un peu horrible. Mais je connais personne, la première fois qu'il lit ce dossier, qui pleure pas pendant 1 semaine. Voire parfois 2, tellement il est lourd. Et en fait, je vais vous le montrer, il est assez rigolo. Là, tu as à peu près les 21 pages. Et là, il va falloir cocher toutes les cases et se demander si toi, en tant que personne en situation de handicap, tu corresponds à cette case-là ou pas. Donc, est-ce que je suis handicapé ou pas? Donc, ça te met face à toi-même, c'est assez terrible et assez drôle. Enfin, drôle, ça dépend du point de vue. Mais parce que du coup, il va vraiment falloir connaître toute sa vie par cœur. Et typiquement, il y a un truc qu'on peut parler régulièrement, c'est que dès que je viens voir quelqu'un comme toi, je pleure, c'est terrible. Je sais pas combien tu as de personnes qui viennent pleurer chez toi pour parler de leur handicap. C'est une question que j'ai très envie de te poser, mais c'est énorme, je pense, parce que dans le dossier, tu dois raconter toutes tes faiblesses et tout ce qui ne va pas dans ton environnement. Donc là, par exemple, est-ce que vous êtes aidé dans vos démarches? Est-ce que tu as des mesures de protection? Jusque-là, ça va. Mais on va rentrer assez rapidement dans des choses, votre vie quotidienne. Est-ce que tu arrives à faire tel geste ou pas? Est-ce que tu arrives à avoir des pensions d'invalidité? Ça va. Et là, typiquement, est-ce que tu as besoin d'aménagement dans ton logement, de véhicules, de plein de choses? Donc, trouver chacun des petits aménagements dont tu as besoin au quotidien. Ce dossier, pour pouvoir prendre en compte tout ça. Donc, c'est assez lourd. Genre, typiquement, besoin d'aide pour la vie à domicile. Le simple fait de cocher chacune de ces cases, c'est un peu dur quand les premières fois. Bien sûr. Et dans le sens inverse aussi, des personnes qui vont à un moment donné se dire, bah oui, j'ai besoin, donc je coche cette case. On rencontre souvent le souci de voilà, les personnes, on leur pose la question, donc elles répondent oui. Sauf que derrière, quand on regarde les petites lignes du dispositif qui est prévu justement pour financer, je sais pas, d'aide ménagère, etc., en fait, finalement, elles vont pas rentrer dedans. Et c'est là où ça peut être très compliqué parce que la personne a fait cette démarche psychologique d'être dans l'acceptation quelque part de son handicap en le reconnaissant et en du coup demandant une aide par rapport à ça. Et derrière, elle va recevoir une réponse administrative de la MDPH qui va juste lui dire que non, elle ne rentre pas dans les critères. Et c'est là où, du coup, on va en reparler, mais pour moi, l'importance de l'accompagnement quand une personne élabore un dossier MDPH, l'importance de l'accompagnement par un travailleur social qui connaît bien ce dossier, parce que moi-même, j'ai fait des formations pour pouvoir maîtriser ce dossier, parce que les premiers dossiers que je faisais avec les gens et que je faisais avec eux, j'étais pas mieux.
Voilà. Et en fait, quand on fait les formations qui sont proposées, parce que la MDPH propose régulièrement à son réseau de partenaires des formations pour pouvoir justement nous aider à aider les personnes à compléter ce dossier. Là, du coup, on s'approprie, nous, en tant que travailleur social, la logique administrative de ces différentes prestations. Et au fur et à mesure, on va accompagner la personne à remplir ce dossier. On va pouvoir lui expliquer chaque dispositif, en quoi ça consiste. Et c'est là où nous, ça nous permet déjà d'éviter ce choc que peuvent ressentir les personnes en disant, bah oui, c'est vrai qu'une aide à domicile, ça m'aiderait bien. Moi, en tant qu'assistante sociale, je connais les critères pour avoir le droit à ce dispositif. Si je sais que la personne ne va pas y avoir le droit, je vais lui expliquer tout de suite et au moins, on va éviter 6 mois, 1 an d'attente où elle va espérer avoir une aide pour l'aide à domicile et au final, elle va avoir un courrier qui va lui dire, bah non, vous n'y avez pas le droit. C'est vrai que la dernière fois, on en avait parlé des temps très longs finalement. Léopold, tu disais que tu l'avais posé en septembre de l'année dernière. J'ai commencé. Faut savoir que ce dossier-là, il te le donne pour une durée. Typiquement, j'ai beau avoir un handicap permanent, comme tes besoins et tes envies, elles peuvent changer au cours de la vie. Ils avaient à l'époque donné des dossiers jusqu'à 5 ans maximum. Maintenant, ils commencent à donner des délais un peu plus longs, mais c'est assez rare. Donc, ça a un coût mental de faire ce dossier. C'est un coût mental que tu mets sur la balance et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les aides que je reçois? Et ça, je pense que c'est une question que toutes les personnes en situation de handicap ont. Et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont pas déclarés. On voit les demandes exploser parce que peu à peu, les gens savent et se disent, OK, j'y vais peu à peu, ils savent faire. Mais qu'il y a eu un temps d'assimiler ce dossier qui fait que les demandes, le jour où les maisons départementales ont été créées, t'as pas eu toutes les demandes qui sont arrivées d'un coup. Ça a été progressif, le temps de sensibiliser les gens. Il y a 15 ans, dans les lycées, la connaissance du handicap n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, on repère les dyslexiques plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, tous ces gens-là, peu à peu, sont mieux identifiés. Et ce qui fait que peu à peu, on arrive à remplir les dossiers et à avancer. Mais ça a été une éducation de la population, en fait, d'une certaine manière. Alors, juste pour compléter ce que tu dis, en fait, c'est que les politiques sur le handicap, elles sont souvent accompagnées par des philosophies aussi, des changements de mentalité et politiques par rapport à la notion du handicap. En fait, dans le passé, les MDPH s'appelaient les cotorep. Alors là, je parle de quelque chose de très, très vieux. Donc, c'était les cotorep pour les adultes et c'était les, j'espère me retrouver, je crois, les CDES de mémoire pour les enfants. Parce qu'à l'époque, il y avait cette distinction. Il y avait un dossier pour enfants, un dossier pour adultes, voilà. Et du coup, effectivement, à l'époque, on était plutôt sur des droits qui étaient donnés pour des plus grosses durées. Mais les débats, les échanges, les différentes philosophies étant effectivement d'avoir choisi de réajuster les dispositifs et les politiques en France sur le handicap pour pouvoir respecter le fait que la situation d'une personne n'est pas figée dans le temps. Et donc, effectivement, on est rentré ensuite avec la MDPH dans une philosophie de se dire pas de décision de plus de 5 ans, sauf cas extrême. Depuis quelque temps, voilà, et depuis quelque temps, justement, face notamment au délai d'instruction de toutes les MDPH en France, qu'elles ont toutes le même souci, alors avec des départements beaucoup plus impactés que d'autres, effectivement, le débat est revenu et on va dire que certains états de santé vont permettre quand même d'accéder à des droits sur des durées, par exemple, de 10 ans. Voilà, mais ça, c'est vraiment, ça va être sur des cas un peu moins particuliers qu'avant quand même. Ça s'ouvre un petit peu, mais on n'est pas sur du généralisme, mais au moins, il y aura un peu plus cette possibilité-là. Mais c'est vrai que les délais d'instruction sont terribles. Je vais rebondir. Il y a une chose importante à prendre en compte, c'est que certes, il y a une grande partie des handicaps qui sont permanents, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très temporaires. Oui. Il y a une statistique qui dit que la majeure partie des gens auront un handicap dans leur vie parce que tout le monde se casse les jambes un jour. Ou presque. Donc, super, ce qui fait qu'il y a énormément perspective. Non, mais voilà. Ça arrive de se casser une jambe ou un bras dans la vie. C'est possible. Mais ça ne sera pas considéré aux yeux de la loi sur le handicap. Ça ne sera pas considéré. Cette personne-là n'aura pas une reconnaissance administrative de son handicap. Mais il y a des handicaps temporaires qui font qu'il y a des adaptations temporaires dans le lot. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça qui rentre en compte. Le fait que, je pense que dans cette notion de délai, il y a eu cette idée que, déjà, la personne change de besoin et d'envie régulièrement. Tes besoins évoluent au cours du temps et tu as beaucoup de gens à court terme. Mais c'est sûr que typiquement, mon dossier, c'est le dossier le plus simple, je pense, enfin à peu près. J'ai donné toutes les pièces, je l'ai déposé en septembre. Là, on est en juin de l'année d'après.
Ouais. Alors normalement sur les renouvellements, si effectivement il n'y a pas eu de changement particulier d'évolution, c'est censé aller un petit peu plus rapidement. Moi, les derniers délais que j'avais obtenus comme info sur la MDPH de Paris, par exemple, on était à 12 mois de délai de traitement pour une nouvelle demande, pour une première demande. Donc là, j'espère que tu vas avoir bientôt une réponse. Sinon, il faut vraiment pas hésiter à relancer les MDPH pour vérifier qu'ils t'ont pas oublié. Mais J'avais eu un accusé de réception en mars de mon dossier, 6 mois oui, après. ouais. Alors, info importante quand même à donner. Donc, on est sur. Alors, il y a l'accusé de réception que vous recevez si vous avez envoyé votre dossier en envoi recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est une chose qui prouve la date à laquelle vous avez envoyé votre dossier. Par contre, vous avez ensuite l'accusé de recevabilité. Donc, c'est différent en termes de droit derrière. C'est-à-dire que l'accusé de recevabilité, c'est que la MDPH a déjà préétudié votre dossier pour vérifier s'il était complet. Et donc, c'est un document qui vous permet quand même d'accéder à certains droits avant même d'avoir la réponse de la MDPH. Par exemple, une personne qui a l'accusé de réception MDPH peut déjà solliciter les aides prévues par son université pour les étudiants en situation de handicap. Alors, pas forcément toutes les aides que propose son université, mais en tout cas une grosse partie. Un salarié, pareil, qui dépose un dossier, qui reçoit sa notification de recevabilité, va pouvoir d'ores et déjà, avant même d'avoir la réponse de la MDPH, solliciter une aide à ce qu'on appelait avant les SAMET, qui s'appellent maintenant les Cap Emploi, qui vont pouvoir l'aider dans soit des aides pour le maintenir à son poste de travail et adapter son poste, soit pour l'aider à trouver un poste de travail adapté. Voilà, cet accusé de recevabilité déjà permet d'apporter quelques droits en attendant bien sûr la décision finale. Du coup, toi, Léopold, en tant qu'étudiant, tu as fait plusieurs universités, c'est ça? Ouais. Et tu as vu des niveaux d'accueil assez différents. En fait, ce qui se passe dans les facs, c'est qu'ils ont une loi spéciale qui dit qu'ils sont supposés prendre en charge les personnes en situation de handicap et leur fournir les aménagements dont ils ont besoin. L'aménagement principal, c'est le tiers-temps pour les dyslexiques, pour leur donner du temps supplémentaire pour les examens. Et tu as une loi aussi qui leur permet, entre les examens, d'avoir au minimum 1 heure de pause entre chacun, sachant que si tu rajoutes un tiers-temps sur un examen de 4 heures, et qu'ensuite tu as un examen 2 heures après pour les gens, pour les valides, là tu vas te retrouver avec des délais compressés, donc tu as des aménagements d'horaire pour nous. Donc pour ça, les facs font absolument ce qu'elles veulent du moment qu'elles remplissent les conditions. Donc chacune a créé plus ou moins son système. Le système le plus commun, c'est des missions handicap où en fait tu as 2 personnes ou 2, 3 dans les bureaux en fonction des besoins qui gèrent tous les dossiers. Même si de plus en plus c'est relié directement au niveau des UFR parce qu'en fait il y a tellement de dossiers que maintenant ça devient des charges trop grosses à gérer. Et donc du coup c'est un peu comme pour la MDPH, tu passes, tu remplis un dossier mais qui là au moins est beaucoup plus court vu que c'est juste 2-3 adaptations précises. Donc ça se fait assez vite et ensuite tu as un rendez-vous médical et c'est bon. Et quelques signatures. Donc si t'es malin, t'arrives à avoir toutes les signatures assez rapidement et ce qui fait que t'as les adaptations assez vite. Mais en général, au bout de 2 mois, t'arrives à avoir tous tes besoins. Il faut savoir que toutes ces personnes-là qui travaillent dans ces services ont très peur en chaque début d'année parce que dès que tu vois un fauteuil roulant arriver, c'est plus 100 000 € de budget. C'est plus de besoins et que ces gens-là, chaque année, à la rentrée, c'est la loterie, ils savent pas qui ils vont avoir en première année. Et donc leur budget va complètement changer en fonction des étudiants qui arrivent. Donc voilà, c'est un service qui est vachement bien quand même. Alors, c'est notamment ce qui est important de rappeler, peut-être le rôle des services de médecine universitaire préventive ou interuniversitaire. Est-ce que toi, tu avais pu les rencontrer dans le cadre de tes démarches? Les services de médecine? Oui, alors ce qu'on appelle les SUMS à Paris Intramuros, parce que c'est des universités qui se sont regroupées. En gros, c'est les services qui assurent la médecine préventive pour les étudiants. Donc, c'est un service qui est obligatoire pour n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. Le plus souvent, en fait, les universités et les établissements décident d'adhérer à un service qui, du coup, assure cette mission auprès de tous leurs étudiants. Donc, à Paris, par exemple, Intramuros, il y en a principalement 2. Ça va être le SUMS Paris Descartes et le SUMS Sorbonne Université. Et en fait, leur rôle... Je sais régulièrement, mais de dire à quoi ils sont attachés, ils m'ont juste dit, t'as rendez-vous avec tel médecin à telle date. Mais du coup, je pense que c'est... T'as tellement de dossiers à gérer qu'au bout d'un moment, tu te dis, OK, je vais à tel bureau, je lui balance tous les dossiers que j'ai, à savoir, j'avais des tiers-temps avant, j'ai pleuré dans tel bureau à telle époque, je suis en train de remplir tel dossier.
j'ai vu tant de temps un orthophoniste, tant de temps un kiné, donne-moi mes dossiers. D'accord. Non, mais je pense que du coup, c'est ce service-là vers lequel tu as été relié parce que c'est vraiment le service compétent pour imposer en fait à l'université ou à l'établissement d'enseignement supérieur, même les écoles privées, hein, tout le monde est soumis aux mêmes obligations, mais ce sont eux qui sont compétents pour dire, voilà, sans avoir à donner d'informations médicales, parce qu'ils sont soumis au secret médical, voilà ce dont a besoin l'étudiant. Et ensuite, l'établissement est censé mettre en place les aménagements. Tu les vois, tu pleures chez eux, tu leur dis tout ce que tu as et ils disent juste donnez ça à telle personne. Donc ils sont un peu souverains, donc il faut savoir. Ouais. Donc quand tu arrives chez eux, en général, tu es assez stressé parce que tu te dis est-ce qu'il va me donner ce dont j'ai besoin ou pas. Tu as cette petite appréhension qui fait que tu te lâches un peu. Et voilà, c'est des gens où en général ils sont très compétents et ça se passe bien avec eux. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait 3 facs et à chaque fois, je pense que j'aurais fait peur certaines fois en fonction de mon rapport au handicap à certaines époques, vu que c'est pas toujours agréable en fonction de tes périodes de la vie. Vu qu'en fait, très sincèrement, au bout d'un moment, quand tu demandes régulièrement des tiers-temps, t'en as marre. Donc quand tu changes de fac tous les ans, au bout d'un moment, tu te dis juste donnez-moi mes papiers, quoi. Et donc, tu peux être dans un état plus ou moins agréable pour la personne en face, je pense. C'est une question que j'ai vraiment très envie de te poser. T'en as souvent qui viennent dans ton bureau. Tu réagis comment face à ça? Parce que des mecs comme moi qui viennent et qui te disent j'ai tout ça, s'il te plaît, aide-moi. T'en as souvent? Alors, ça arrive souvent, mais après, justement, nous, on a conscience du parcours du combattant qu'ils ont pu sûrement avoir à subir avant d'arriver au bureau. Et du coup, après, ça, c'est vraiment, voilà, que ce soit dans le cadre de la formation d'assistance sociale ou d'expérience, on développe des techniques d'écoute, d'entretien, avec l'objectif d'apaiser la personne qui arrive dans notre bureau. Si elle ressent le besoin de pleurer, elle a le droit. C'est vraiment un endroit qui est sécurisé. Elle a le droit de s'autoriser à dire tout ce qu'elle a envie de dire. Si elle a envie de râler contre les institutions, contre les délais, contre un tel qui a perdu son dossier ou quoi que ce soit, elle a le droit. Je suis soumise au secret professionnel. Je ne répéterai rien. Voilà, non, c'est vraiment, il faut vraiment que les gens puissent identifier que les bureaux comme ça des assistantes sociales, et que ce soit moi, que ce soit les assistantes sociales de la mairie, les collègues du Crous, voilà, les assistantes sociales aussi qui peuvent travailler dans des associations spécialisées sur certains types de handicap. Vraiment, notre rôle, c'est justement de pouvoir entendre tout ce parcours du combattant et de pouvoir vous aider et vous soutenir au fur et à mesure des démarches. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fera jamais les démarches à votre place. Ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas secrétaire personnelle, hein, je suis assistante sociale. Par contre, l'idée, en fait, c'est de vous accompagner à le faire tout en vous aidant à vous approprier la démarche. Voilà. Et en fait, nous, on s'aperçoit que c'est des parcours du combattant, effectivement, l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, ça va me permettre, en proposant plusieurs rendez-vous de suivi à la personne, de dire, bon, OK, là, la première étape, c'était la constitution du dossier. La dernière fois qu'on s'est vu, il manquait tel et tels éléments. Voilà, la personne au deuxième rendez-vous me ramène les éléments. Bon, du coup, maintenant, la nouvelle étape, c'est de prendre contact avec le service de médecine préventive pour les aménagements. Voilà. Et en fait, tout ça, quelque part, ça permet d'alléger un peu ce fardeau pour les personnes qui vivent ce combat au quotidien, parce qu'elles savent qu'au prochain rendez-vous avec l'assistante sociale, c'est l'assistante sociale qui va pouvoir leur redire un petit peu où est-ce qu'on en est et ce qu'il faut faire. Ça reste physique, parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un comme toi, à la fin, je suis vidé. Je comprends. Je sais pas combien t'en as dans la journée, mais je sais que moi, juste une heure avec toi, ça me vide. Pardon. Non, en ce moment, effectivement, là, depuis les mesures même avant l'annonce des mesures de confinement, on a bien senti qu'à la Cité, c'était très compliqué pour énormément de résidents. Alors, pas spécifiquement sur le sujet du handicap, mais plutôt sur le sujet financier, psychologique, etc. Mais en même temps, voilà, nous, c'est notre mission, on est là pour ça. Voilà, on est vraiment là pour les aider, on fait au mieux. Alors oui, effectivement, c'est des fois ça prend de l'énergie, mais en même temps, si on a réussi à les aider, à leur apporter un soutien, au moins un moment d'écoute, même si des fois, voilà, on n'a pas de baguette magique, donc dans certaines situations, malheureusement, je vais pas avoir de solution, mais au moins, voilà, apporter cette première écoute aux personnes et leur montrer qu'ici, il y a un lieu où ils peuvent s'autoriser à craquer et à nous dire ce qui ne va pas et à demander de l'aide. Ça et les associations, c'est pratique aussi. Oui. Je suis passé une fois ou deux à d'autres associations et en fait, on était tous dans le même bateau, quoi. Ouais. Genre, j'étais allé à l'association des paralysés de France, vraiment par curiosité, histoire d'aller voir. Et en fait, c'est drôle parce que t'as plein de gens complètement différents et ils te racontent tous la même histoire, à savoir, j'ai regardé le dossier, j'ai fui. Oui. Ah, mais je les comprends, hein.
Ça Est-ce fait que bon vous copain après. voulez revenir d'ailleurs un petit peu sur le dossier? Est-ce que tu Si voulais tu veux, avec plaisir. montrer des choses supplémentaires? J'ai toujours très envie de te partager le dossier médical parce que pour moi, c'est le pire. Oui, Et alors, ça, franchement, c'est le plus intéressant. c'est important d'en parler parce qu'il y a T'as pas le mal de dossier, personnes qui rencontrent des difficultés à le faire remplir par leur médecin référence dossier, donc c'est important effectivement d'en parler. t'as le dossier global qui contient toutes les aides dont tu as besoin. Et ensuite, tu dois aller voir ton médecin traitant. Et c'est lui qui doit te remplir vraiment ton certificat médical qui fait 8 pages. Et en fait, ça se joue comme un entretien où il te pose toutes les questions de est-ce que cette case-là, je la coche ou pas. Et c'est un moment ouais. Si tout va bien, tu restes dans le même département et du coup, tu le remplis une fois. Et le médecin, il signe juste un papier pour dire les besoins n'ont pas changé. Mais là, typiquement, on va passer du répertoire des besoins et de ton quotidien au répertoire médical. Et donc se dire vraiment quels sont tes problèmes, quelles sont tes pathologies, quels sont tes problèmes de santé, quelles sont vraiment les choses un peu plus dures qui te font dire est-ce que je case là ou pas et te faire dire ok, je suis handicapé au vu de ce papier. Alors qu'en fait, moi, au quotidien, je le redis, je me considère pas handicapé, je dis juste le monde est mal fait, c'est tout. Et là, ce dossier-là vient te dire ouvertement le contraire. Donc voilà. C'est un document qui est compliqué, alors à la fois pour les patients, parce que ça reste un formulaire médical avec un langage médical qui ne prend pas forcément en compte la sensibilité du patient dont on est en train de parler. Voilà, moi je sais que la partie, notamment une partie où en gros quelle est l'évolution possible de la pathologie. Voilà, bah, quand du coup le patient se retrouve avec un certificat ou la case bah, que en gros ça va pas aller mieux et cocher, bah forcément c'est un petit peu déprimant, on se met 2 secondes à sa place. Il y a Après, des cases qui font mal. Il y a beaucoup de cases qui font très mal. ah oui, oui, il y a beau, moi c'est celle-là que à chaque fois je garde en tête parce que je la trouve vraiment terrible. Mais effectivement, il y a énormément. Alors après, c'est des points qui sont importants d'aborder parce qu'effectivement, il faut que le médecin conseil de la MDPH puisse avoir les éléments médicaux sur la pathologie et ses manifestations, sa fréquence, son évolution, etc. Ah, on est d'accord, c'est vital. Mais je comprends que ce soit très compliqué et ça l'est d'autant plus pour les personnes qui n'ont pas forcément de super bonnes relations avec leur médecin traitant ou le médecin spécialiste. Parce que le certificat peut aussi être rempli par le médecin de votre choix. Donc, si, par exemple, sur un type de pathologie, vous êtes plutôt suivi par un spécialiste qui connaît bien votre pathologie, il vaut peut-être mieux, pour le coup, voir le spécialiste pour remplir avec lui ce certificat que le médecin traitant. Là où ça peut être compliqué, c'est, tu l'as bien montré, le certificat fait 8 pages. Avant, dans l'ancien dossier, il n'en faisait que 4. Et qu'il y a énormément de médecins qui sont, voilà, en gros, quand ils vous reçoivent, ils sont payés pour 15 minutes de consultation. On ne remplit pas ce dossier en 15 minutes. Et pour que vous tombez malheureusement sur un médecin qui est pressé, qui n'a pas le temps et qui n'aime pas la paperasse, malheureusement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, en gros, j'ai senti que ça l'embêtait de me faire le truc et ils sont ressortis sans leur dossier complété. Il faut savoir. Ouais. Parce que là, Tanguy, regarde. Voilà une case type. Mais ça, c'est juste une des pages au hasard. Enfin, je vais rester sur les capacités motrices vu que c'est des trucs qui touchera. En fait, il y a un critère ABCD pour savoir si cette partie-là te pose problème ou pas. Et donc, le médecin, il va dire, est-ce que au quotidien, ton handicap te pose problème pour marcher? Si oui, il va cocher D. Et sinon, il va cocher A. Et il va plus ou moins jugler, poser chacune des questions une à une en mode checklist. C'est vrai qu'on peut être du coup amené à finalement à se révéler des problématiques qu'on essaye d'oublier ou de surmonter au quotidien. Ah bah là, si t'étais dans le déni, voilà, si t'étais dans le déni, c'est une violente, un violent face-à-face avec la réalité et voilà, et quelque part, voilà, c'est une démarche d'acceptation qui est un peu imposée de devoir se retrouver dans des cases alors qu'on est en train de parler d'humain, de quotidien, d'émotions, de ressentis. Bah non, il faut mettre tout ça dans des cases, quoi. Donc c'est la partie, c'est vraiment l'aspect un peu compliqué du dossier MDPH. Et encore une fois, j'insisterai jamais assez, l'aide d'un travailleur social qui est habitué à compléter ces dossiers va vous aider justement à transférer votre ressenti, va pouvoir recevoir votre ressenti avec toutes ses capacités humaines de pouvoir vous soutenir, tout en faisant cette traduction en version case à cocher, mots-clés à mettre dans le dossier, etc. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple pour les personnes d'avoir cet accompagnement.
C'est Là, ça. Les personnes en situation de handicap n'ont pas tout à fait le droit au déni dans leur vie. Tout le monde ouais, dans sa vie a plus ou ouais. moins des dénis et se dire, il y a un problème, c'est pas grave, mettons l'autre côté, on verra plus tard. Nous, 5 ans, il y a une petite piqûre de rappel. Alors après, le déni, parce que c'est un mécanisme de défense, hein, donc il est possible, mais pas si vous souhaitez bénéficier d'aide par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Hein. C'est pour ça que des personnes, généralement, ne font pas le dossier tout de suite et mettent plusieurs années, hein, parfois, à déposer le dossier. Mais du coup, voilà, en tout cas, sachez que sur la partie certificat médical, si vous rencontrez des difficultés pour faire remplir cette partie-là par soit votre médecin traitant, soit le médecin spécialiste, ne désespérez pas. Vous avez à la fois dans le dossier administratif une petite case dans laquelle vous pouvez signaler. Alors, je crois de mémoire qu'elle est en page 2, mais je suis plus sûre. Donc, je ne sais pas si tu peux le remontrer, Léopold, sur ton partage d'écran. Mais il y a une petite case que vous pouvez cocher pour signaler que vous avez rencontré des difficultés pour faire compléter votre dossier, votre certificat médical. Et en fait, cette petite case, elle va permettre à la MDPH de pouvoir vous proposer des recours pour pouvoir faire remplir votre certificat médical. Alors, soit en vous adressant avec un autre médecin. Alors, c'est sur le dossier administratif, pas sur le certificat médical. Alors, et de mémoire, c'est sur la page 2 ou 3. C'est au moment de signer, sur la page où on doit signer la demande. Allez, voir un dossier. Alors, tu vois, j'ai oublié 10 fois comment remplir ce dossier. Alors que je le remplis tous les 5 ans et que je suis plutôt rapide à le faire en général. La fois où je suis passé à la MDPH, je lui ai montré mon dossier, elle m'a posé plein de questions, je lui ai donné la pièce justificative. Elle n'avait pas l'habitude de ça, la dame. Elle disait d'habitude, les gens les viennent 2 fois. Bah oui, c'est ça. Pour les renouvellements, pour des personnes qui sont au deuxième, troisième renouvellement, ça va effectivement beaucoup plus vite parce que les personnes savent quel type de justificatif on va avoir besoin. C'est assez facile de pouvoir aussi poser la question de est-ce qu'il y a de nouveaux besoins ou pas de nouveaux besoins. Et effectivement, s'il n'y a pas de nouveaux besoins, c'est un dossier qui est assez rapide à remplir. Je retrouve pas la case, mais elle est quelque part par là. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à signaler. Alors, aussi, un service qui peut être d'une grande aide dans cette démarche-là, c'est les assistantes sociales des hôpitaux. Si vous êtes suivi par un hôpital, notamment public, mais il y a beaucoup d'hôpitaux privés maintenant qu'on a recruté, vous avez des assistantes sociales dans les services qui, justement, vont pouvoir aller voir votre médecin, lui remontrer le certificat, prendre le temps avec le médecin de discuter de votre situation pour faciliter ce lien et faire en sorte que votre dossier soit correctement rempli et de meilleures chances de vous apporter les aides dont vous avez besoin. Il y a un petit moment, Daphné, je crois que Léopold aussi, tu en parlais, de tout ce qui est adaptation des postes de travail. C'était vers le début de l'échange. Alors, c'est vrai qu'on peut montrer peut-être ton super clavier, Léopold, parce que tu l'as montré tout à l'heure, mais on avait le dossier MDPH qui était sous les yeux, donc ça cachait un peu la vue. Désolé. Typiquement, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, là, je vais un peu montrer mes bras. Comme j'ai le bras droit qui est plus court que le gauche, ce que je faisais, c'est que je compensais avec l'épaule. Et donc le soir, j'avais mal ici, c'était terrible. Fort heureusement, bon thésard que je suis, au bout d'un moment, tu te dis, je vais bricoler un clavier et je vais inventer ça. Et un jour, tu tombes là-dessus. Et ça, c'est génial. Parce que ça, attends, je vais essayer de caler la webcam de manière maline. Là, grâce à ça, je pose mes mains et elles sont directement à la bonne hauteur et c'est génial. Donc voilà, 2-3 fois, les gens les plus malins, quand ils voient qu'ils ont un problème, ils créent la solution. Et c'est comme ça que tu as plein d'associations qui ont créé les outils. Exactement. Parce que les sociétés n'existaient pas encore. Donc ça, typiquement, c'est du matériel de geek. C'est un truc qui a été fait pour 2-3 personnes qui voulaient juste taper vite. Et qui voulaient avoir les bras larges en mode... ils sont créé le clavier de leur rêve. Donc quand je suis passé voir l'assistante sociale en pleurant dans son bureau pour lui dire je veux ça, elle a regardé le truc et elle a dit c'est quoi ce jouet, c'est génial. Le jour où ils l'ont reçu et qu'ils me l'ont donné, ils étaient là en mode ça a l'air rigolo. Parce qu'ils voient pas ça tous les jours. Typiquement, c'était à l'université, donc ça dépendait du matériel de l'université. Donc ils ont fouillé s'il y avait des trucs existants similaires ou pas. Et ils se sont rendus compte qu'un truc pareil, ça existait nulle part. Voilà, c'était marrant. Ce qui fait que c'était assez facile à demander du coup, parce qu'ils se sont dit, ce truc-là, on connaît pas, c'est nouveau, ok, on essaye. Mais voilà, des fois, ils ont déjà du matériel aussi. Typiquement, tous ceux qui ont du matériel carpien, les universités, elles ont du matériel d'avance. Oui. Donc, tu as des choses comme ça qui sont bien connues. Mais ensuite, pour des besoins particuliers, faut improviser.
Donc Ouais, là, c'est alors vraiment un toi, clavier. et toi, en plus, je crois que tu l'as programmé dans un, enfin, tu l'as orienté vers un truc qui s'appelle le Bepo, qui est une façon de structurer les touches du clavier. Si on n'est plus en AZERTY, mais on est sur une autre forme de suite de lettres. Moi, je l'ai complètement reprogrammé. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce Waouh. truc-là qui, en fait, me permet complètement de modifier les touches. T'as juste à rentrer un fichier dans le clavier et ça te change la disposition à l'infini. Donc voilà, Voilà. ça a demandé un peu de technique, mais n'importe qui en licence d'informatique sait faire ça. Donc voilà, c'est Parce que pour trouver celles et les gens assez ceux, compétents. Hmm. parce que pour celles et ceux qui s'intéressent à la vie des claviers, le AZERTY n'est pas une structure naturelle, ni le QWERTY, c'est le fruit d'une évolution. Il y a eu les machines à écrire avant, et ainsi de suite. Mm. Et du coup, il y a des gens qui ont fait des études statistiques pour les dispositions des touches de clavier pour qu'on ait à consommer le moins de mouvements et à taper encore plus vite. Voilà, le Bepo, a priori, en fait partie. Ça me rappelle une Ça, super chanson des années 90, fin des années 90, début 2000, assez limite sur la vente de matériel informatique. Voilà, j'essaie de la retrouver où on disait plus ma machine est puissante, plus ça tapera vite, mais non. en fait, l'histoire, c'est que le l'AZERTY avait été créé pour optimiser les frappes sur la machine à écrire pour pas que les touches se collent, alors qu'en fait, c'est pas optimisé pour écrire. Donc ça, c'est pas lié à mon handicap, c'était juste un confort au passage. Quitte à faire un changement, autant en faire deux au passage. Et puis en une semaine, c'était réglé. Le temps de transition d'une disposition à une autre, c'est juste une semaine de douleur. Mais du coup, Le plus justement, en fait, c'est quand les gens ils arrivent dans mon bureau, ils vont placer les deux à la même ligne et je les regarde et je grogne parce que ouais, je mets un quart d'heure à placer le clavier correctement. d'accord. Et du coup, est-ce que tu avais bénéficié des conseils d'une ergonome pour pouvoir justement identifier tes besoins en matériel d'adaptation ou pas? Pourquoi faire? J'ai pas tout de suite. Mes besoins, je Ouais, les invente. d'accord, ok. Donc Non, voilà, non, mais ok. pas un Mais cas c'est juste standard, en je fait pense. ouais, c'est juste pour dire en fait que pour les personnes qui justement n'auraient pas forcément ce réseau ou ces connaissances, la MDPH travaille aussi avec des ergonomes. Il y a aussi les services de médecine du travail, hein, qui va. Mais l'idée en fait, c'est que une ergonome puisse voir vos conditions de travail, de vie, etc. Voir quels sont vos besoins et justement en fait généralement elles connaissent super bien tous ces matériels d'accessibilité et peuvent justement vous guider, vous conseiller dans les différents modèles, les prix, et derrière, le dossier MDPH permet de financer ce type de matériel. Les missions handicap connaissaient pas ça. J'en ai vu deux, j'ai montré Ouais, à Société de Lyon, ils ont regardé, ils ont dit ce truc-là c'est génial, ils l'ont ajouté ah à leur ouais, bien. ouais. Donc, ils connaissent pas tout non plus. Mais Ah non, voilà. non, non, ils connaissent pas tout non plus, c'est sûr. Non, non, mais c'est important, voilà, quand même de rappeler que ça existe aussi. Voilà, parce que là, effectivement, peut-être que sur le clavier AZERTY, il y a des choses, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles on pense pas, qu'elles connaissent aussi. Les bureaux et les chaises, ça c'est le grand classique. Oui, ah oui, encore une fois, c'est un peu le cliché de Ensuite, l'adaptation du poste de travail, hein. Il y a plein d'autres choses, hein. je peux te montrer d'autres adaptations que j'ai si tu veux. Ouais, Je sais plus où je les ai mises, mais j'ai plein d'autres trucs qui doivent traîner quelque part. Attends, où Parce que est-ce c'est qu'elle vrai que est? pendant que tu cherches, c'est vrai que, alors on l'a pas dit en introduction aujourd'hui, mais Léopold est un ancien résident de la cité. Nous avons d'ailleurs un magnifique réseau cité alumni de la cité. Et Léopold, sur le campus, a été très très actif. Il a mené un certain nombre de projets. On pense au concert des résidents, des fêtes de la cité, et la chaîne Cité Talks, d'ailleurs, sur laquelle on est aujourd'hui. Voilà, c'est une création de Léopold que Et j'ai ouais, repris pendant cette période du confinement. Et c'est vrai que Léopold est un garçon sportif. Voilà, il lutte contre les troubles musculo-traumatiques, comme dirait Pierre Laville, encore une fois, euh, au quotidien. Et c'est vrai que tu fais pas mal de sport. Et tu nous avais montré la dernière fois, ouais, effectivement, des adaptations. on va ouais, raconter les j'ai trouvé ça histoires qu'on a perdues génial. en typiquement, ma sœur est sportive de haut niveau, mais elle se marrait parce que j'allais faire de l'escalade pour vaincre le vertige. Là, ces derniers temps, j'ai fait un peu plus marrant, c'est-à-dire que je suis allé dans les sports de combat, où typiquement, quand je vais à la Japan Expo, c'est assez drôle. T'as moi et t'en as un autre qui fait du kendo, qui est en fauteuil roulant. Et là, on se croise, on se dit, ah, c'est les handicapés qu'on envoie en première ligne. Et c'est drôle, c'est qu'on a tous les deux pas mal de gadgets. Donc moi, typiquement, j'ai ça, qui est une orthèse qui a été fabriquée par mon parrain. Donc ça, c'est pratique. Là, pour le coup, t'as une coque dure qui est là, et
as toute cette bande qui permet juste d'éviter les adhérences. Donc quand je mets ça, en fait, le but, c'est principalement de pouvoir chuter sur cette main. Où en fait, t'arrives dans le dojo et là, t'as une quinzaine de personnes qui fait des chutes dans tous les sens et toi, tu fais une crise de panique monstrueuse car tu te dis comment je vais faire ça? Comment je vais faire pour chuter sur ma main droite? Est-ce que j'ai la force ou pas pour pouvoir faire ce genre de geste? Donc là, tu paniques en te disant j'ai peur de la briser. Donc du coup, le geste, tout de suite, t'oses plus le faire. Donc, c'est le genre d'outil qui permet peu à peu, déjà, rien que pour toi, de te dire là, je suis protégé, je vais éviter de me faire du mal. Et en plus, pour les pratiquants, ça les aide car ils voient où sont les problèmes et tout de suite, ça ouvre le dialogue. Donc typiquement, les premières semaines où je l'ai porté, tous, ils ont repéré où était mon bras qui avait un souci et j'ai pu pratiquer beaucoup plus avec eux. Donc ça a été un peu à double sens et ça a créé un énorme échange, c'était assez drôle. Et là, typiquement, c'est dur et ça fait que maintenant, je commence à pratiquer normalement. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent ou qui n'existent pas et parfois, on les inventer et c'est ça qui est le plus dur, je pense. C'est que, comme c'est tellement du cas par cas et que tout le monde est un peu unique, faut inventer ces trucs-là. Ça demande des neurones. Donc de ce côté-là, j'ai de la chance. Non, c'est vraiment top. Vraiment top. Et du coup, j'ai une autre question. C'est vrai que ces adaptations, c'est une force. C'est vrai que moi, je pensais, je crois que j'en avais aussi parlé l'autre fois, des mains, voilà, des mains mécanisées, faites en Fab Lab, entre autres à Rennes. Voilà, il y avait quelqu'un qui avait mis des plans et qui contre une prothèse qui coûte très très cher dans le circuit traditionnel. C'est vrai qu'on a aussi des choses qui sont plus accessibles. Tu avais une question, Léopold, c'est ça? Ouais, j'ai envie de changer un peu de sujet. J'ai une bonne question pour Daphné que j'avais bien prévue, c'est la dernière qui me reste. Vas-y. J'aimerais parler un peu du rapport au consentement avec toi et de se dire pourquoi vouloir aider une personne en situation de handicap dans la rue, c'est pas toujours bien. Oui, je me rappelle de l'échange que tu avais eu là-dessus avec Tanguy sur le premier Cité Talk. Alors, on donnait l'exemple de se dire, est-ce que quand on voit une personne en situation, handicapée, du coup visible, dans la rue, de l'aider. Alors, moi, j'avais fait la différence effectivement entre, non, on n'impose pas une aide à quelqu'un, on lui propose. Après, moi, je me mets à la place de la personne qui peut-être, je vais être la 15e personne de la journée à lui proposer de l'aider. Je peux aussi entendre que ça lui renvoie quelque chose, qu'elle n'avait pas envie qu'on lui renvoie son handicap et que du coup, elle risque peut-être de gentiment ou pas gentiment me dire que non, merci, elle n'a pas besoin d'aide. Donc, après, c'est toujours la difficulté d'être dans le juste milieu. Il faut être attentif aux réactions de l'autre et surtout, effectivement, accepter si la personne refuse cette aide, elle en a le droit. Voilà, elle en a le droit. Ça sert à rien de s'offusquer et de dire, oui, mais regarde, j'ai essayé de lui proposer de l'aide, elle m'a envoyé valser. Non, elle avait le droit. Effectivement, une aide se propose, ne s'impose jamais. Moi, je sais que ça me saoule. Ouais. Je vais être très honnête. On se considère pas handicapé, on veut juste vivre notre vie normalement. Donc quand tu as une personne toute la journée qui te demande si tu as besoin d'aide ou pas, même s'il y a de la bienveillance, non, tu es parfaitement apte à faire tes gestes. Tu vis ta vie au quotidien. Mais souvent, c'est parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte de ton quotidien, ne se rendent pas compte et du coup peuvent s'imaginer que tu n'oses pas non plus demander de l'aide et donc du coup essayent de prendre les devants. Donc comme tu dis, c'est souvent fait avec bienveillance, mais parfois beaucoup de maladresse aussi. Après, en fait, la solution, elle est simple. Il suffit de discuter avec la personne, de pouvoir lui expliquer concrètement, moi, c'est dans ces situations que je peux éventuellement avoir besoin d'aide et ça se trouve, tu auras besoin d'aide dans aucune situation et donc tu peux très bien lui dire que non, en fait, là, à ce jour, sur ce poste de travail ou sur ce logement, tu n'as pas besoin d'aide. Par contre, effectivement, ça peut toujours être, ne serait-ce que, en termes de solidarité, de pouvoir à un moment donné dire, moi, par contre, effectivement, telle chose, c'est compliqué pour moi, et que la personne puisse assez facilement te proposer son aide à ce moment-là sur cette tâche, c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais. Mais après, c'est une aide se propose, ne s'impose pas. Tu gardes le droit, comme moi je garde le droit si on me propose de l'aide pour X raisons. On garde le droit de dire de refuser une aide. Et après, moi je pense que vraiment le plus simple, c'est quand même d'en discuter avec la personne, ne pas hésiter à lui dire mais pourquoi systématiquement tu me proposes ton aide? Est-ce que tu penses que je suis pas capable? Parce qu'en fait, si, c'est bon, ça je peux le faire. Renvoyer la balle à l'autre, ça me plaît comme idée. Pour moi, de toute façon,
ça doit venir de moi dans ce rapport-là. Où typiquement, j'aime bien les gens qui en fait me laissent faire et qui au bout d'un moment, juste dès qu'ils voient, ils t'invitent à le faire. Donc, toutes ces conversations non verbales un peu subtiles qui te permettent justement de te sentir à l'aise. Je vois que j'essaie de t'aider, mais j'attends que tu réagisses et que tu discutes pour ouvrir le dialogue. Petit rapport d'échange subtil qui permet de créer la confiance peu à peu et de créer une relation saine. Exactement. Plutôt que de faire des suppositions sur comment l'autre fait, c'est mal. Parce qu'en fait, tu sais pas. Tu sais pas quels sont ses gestes, tu connais pas ses adaptations. Donc, toutes les suppositions que tu peux avoir sur comment il va faire un geste, tu ne le sais pas d'avance. Donc, faut le laisser faire, il faut le laisser s'adapter à l'environnement quelques instants, en fait. Bien sûr. C'est vrai que ça rappelle les questions sur le consentement sexuel. Voilà, on fait des ateliers aussi comme ça à la cité. Oui, c'est encore un autre niveau. Mais on retrouve un peu la même problématique quand même. Voilà, la notion de consentement, de dire oui, le oui c'est oui, le non c'est non. Et puis la notion on peut interpréter les gestes ou les sentiments de l'autre alors que ce n'est que l'interprétation. Tout à fait. Les interprétations, c'est toujours dangereux de toute façon. Surtout à la cité universitaire, où en plus c'est encore plus compliqué, car tu as une quinzaine de cultures différentes qui n'ont pas les mêmes codes sociaux. Donc là, le rapport, il explose 10 fois plus. C'est vrai. Est-ce que... Oui. Parce que nous allons joyeusement vers la fin de ce live, déjà une première heure. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresserait d'aborder avant de conclure? Est-ce qu'il y a une facette du handicap qu'on n'a pas abordée aujourd'hui qui vous intéresserait? Alors moi, je voudrais juste, si c'est possible, glisser quelques mots sur le handicap qu'on appelle vulgairement psychique, psychiatrique, mental, etc. C'est important aussi d'avoir en tête qu'il y a certaines pathologies mentales telles que la dépression, la schizophrénie, voilà, il y en a plein qui peuvent réellement avoir des conséquences sur la vie des personnes, que ce soit dans leur scolarité, dans leur capacité à trouver un emploi, etc. Et je sais que c'est très compliqué pour ces personnes-là de pouvoir déjà s'identifier dans la définition qu'on vient de donner du handicap, mais également de faire ce dossier parce qu'en plus, on est sur des pathologies qui peuvent énormément varier dans le temps. On n'est jamais sur un état de santé qui est figé. Il y a heureusement des capacités d'évolution, etc. Vraiment, je tiens à insister pour ces personnes-là qu'elles n'hésitent pas, en tout cas pour les résidents de la cité, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir au RSI. On essaiera vraiment de les aider dans cette démarche. Alors, toute personne qui souhaite déposer un dossier handicap peut venir nous voir, mais voilà, un petit message particulier pour les personnes qui ressentiraient des difficultés telles que celle-là pour qu'on puisse leur apporter notre aide. Alors, on a parlé des types de handicap, on a parlé des mesures de handicap, on a parlé du handicap dans les facs, on a parlé un peu sport adapté. Éventuellement, on peut continuer un peu sport adapté de mon côté si tu veux. Ok. Mais sinon, dans toute la technique qu'on avait fait la dernière fois, on a juste évoqué les sujets autrement avec Daphné, avec plus d'échanges, donc on n'est pas trop mal, je pense. Ah oui. Peut-être quelques mots, on peut faire 5 minutes sur le sport adapté, parce que je trouve que c'était une jolie problématique, pleine de surprises, pleine de beauté finalement aussi. C'est un sujet assez compliqué, mine de rien, parce qu'en fait, t'as pas mal de facs qui ont essayé de s'y lancer, parce que tu vois bien que les Jeux paralympiques, t'as plein de gens qui sont presque meilleurs que les valides maintenant grâce à toutes les adaptations qui existent. Donc voilà, typiquement, à Lyon, c'était assez génial. T'avais le STAPS, donc les études de sportifs, où t'avais une licence entière qui avait des gens dont le but, c'était sport handicap. Donc, être prof de sport pour les gens en situation de handicap. Donc, toi, quand tu remplissais ton dossier de mission handicap, tu disais, j'aimerais bien faire tel sport, est-ce qu'il y a un élève qui pourra m'encadrer? Et donc, du coup, tu avais des élèves qui encadraient d'autres élèves. Ils avaient ton âge, mais du coup, ils venaient t'aider et essayer de bricoler, et ça donnait une ambiance assez sympa, qui fait que, typiquement, tous ceux en fauteuil roulant pouvaient faire du tir à l'arc à la Sarbacane, des choses comme ça. Moi, je suis parti en escalade, et du coup, j'avais une petite blonde derrière moi qui me tenait pendant que je faisais des crises de panique sur les murs. C'était assez pratique. C'est arrivé une fois. C'était long. Ça a duré combien de temps ta crise de panique? Je suis resté 15 minutes sur le mur, comme ça, à trembler, de toutes mes forces, en me disant, si je lève ma main droite, j'arriverai pas lui à tenir mon corps. Et là, elle était là comme ça en disant,
lève ta main. J'ai insulté le prof de tous les noms quand il a essayé de me dire d'essayer de bouger. Mais voilà, des fois, ça veut pas, ça Mm. arrive. Quand tu commences à essayer de faire ce genre de choses, t'es en train d'essayer de jouer avec les limites de ton corps, donc t'as plus ou moins peur en fonction du temps. Mm. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé, je pense. Il y en a beaucoup. Oh oui, je pense. Tu joues le basket en fauteuil roulant, pareil. T'as des réactions de vitesse, t'as les mains qui saignent au bout d'un moment parce que les roues, les premières fois que tu testes les fauteuils, ça te fait mal ici et là. Donc t'as plein de rapports comme ça où tous les sports, tu joues avec tes limites, t'as peur et dans la peur, des fois, il y a la panique qui vient. C'est un mauvais cap. La plupart du temps, on sent pas. Ça se passe bien après. Tu passes une mauvaise heure et la fois d'après, ça va mieux. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, quand tu commences à être dans cette zone, tu te dis, la porte, elle est bien là-bas. J'aimerais bien rentrer à la maison. Mais dans l'ensemble, tu as plein de sports qui existent où, à force d'imagination, des gens ont inventé des solutions. Donc voilà, je te l'ai dit, j'ai vu des gens faire de la sabbat en fauteuil roulant et ça se passe très bien. Et le mec, il est ceinture noire. Donc ils y arrivent. J'ai vu des aveugles donner cours de sport de combat. C'est lui avec qui j'ai appris à faire des roulades, typiquement. Il est aveugle. Il repère comment je chute uniquement au bruit. Waouh. Parfaitement. En se disant, là, il y a un bruit bizarre, il s'est fait mal à l'épaule. Donc, il y a des gens comme ça qui existent dans la nature, c'est possible. Donc, voilà, faut un peu fouiller, en fait. Typiquement, on en voit régulièrement passer dans les forums des associations pour se dire, est-ce que je peux faire ce sport-là ou pas? Et en fait, c'est du cas par cas d'imaginer. Donc, ça demande pas mal d'introspection et de se dire, j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux le faire? Donc, grosso modo, tous ceux qui le font, c'est un peu les allumés. C'est les gens qui, comme moi, ont envie de s'amuser. Ça demande de l'impulsion. Mais ça se fait, en fait. Tous ceux qui le font, en général, ça se passe super bien. J'en ai vu très peu fuir en courant, en tout cas. Dans ceux qui restent. Pas plus que les autres. C'est simple. Mais ouais, faut avoir envie. En tout cas, c'est chouette que tu aies pu voilà, trouver toutes ces passions, y accéder et ouais, au-delà du... Ah ouais, non, c'est génial. Là, franchement, l'aveugle qui fait du sport de combat, je suis tombé dessus par hasard. Ouais. C'est-à-dire, j'ai juste vu une affiche à Jussieu, j'y suis arrivé et il y avait un aveugle dedans. Donc forcément, je me suis senti bien vu qu'il y avait plein de gens qui avaient pas peur de moi dans ce sport-là. Mais la première fois que je suis arrivé, ils se sont dit, lui, il tiendra de moi. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Mais voilà, c'est le temps. C'est des essais. Chacun... C'est vrai que mais même c'est vrai qu'on voit déjà pour les valides trouver le sport passion, le sport qui vous va, c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer qu'avec un handicap, ça l'est encore moins. On a des métiers de bureau, on passe 7 heures nos fesses sur une chaise. C'est terrible pour le dos, c'est terrible pour les épaules. Tout ça, c'est du boulot. Si tu l'entretiens pas à 50 ans, t'es mal. Donc voilà, à un moment donné, c'est compliqué de trouver tout ça. Et puis, il faut avoir l'envie, en fait. Donc ouais, c'est un investissement humain. Eh bien, je pense que sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Voilà, faites du sport. Ça a besoin de faire des heures par jour. Déjà, 30 minutes d'équivalent en marche, ça a des bénéfices énormes pour la santé. Voilà, une activité physique, pas forcément une activité sportive. Voilà, c'est déjà bien important. Allez-y mollo avec le déconfinement, hein, pas de folie. Voilà, réhabituez vos corps au mouvement. Également avec le télétravail, plein de surprises, moins de déplacements, toujours plus de surprises. Merci à vous deux pour cet excellent échange. J'espère que cette fois-ci nous ne perdrons pas la vidéo, mais je suis sûr qu'on est bien. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis également. Merci à Léopold, merci à toi Daphné. On te retrouve au relais social si jamais vous avez des questions. On mettra les liens en description. Et puis, eh bien, bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Excellente soirée et à bientôt. Au revoir.